Bonjour. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de Smart City et de Smart Building. Donc, ce concept de Smart City, il a un intérêt qui n'est plus à démontrer puisqu'il fait référence à l'amélioration de la qualité de vie, au recours aux énergies renouvelables, à la place centrale qui est donnée donc aux citoyens. Alors évidemment, le numérique est l'élément clé de ce concept de ville intelligente, mais nous allons voir que c'est vraiment la manière de concilier l'intelligence collective et l'intelligence artificielle qui va faire qu'un territoire, une ville, sera intelligente. Nous allons voir avec nos invités que le bâtiment est vraiment le premier maillon de la chaîne, et c'est la raison pour laquelle, pour construire une ville intelligente, il va falloir avoir un citoyen intelligent, un smart citoyen, et aussi une vision bottom-up. Donc pour débattre de ce sujet, nous allons avoir autour de la table Hélène Massella, que je vais laisser se présenter. Bonjour. Donc Hélène Massella, et je suis en charge de la stratégie et du business développement chez Schneider Electric France. Merci. Godefroy Jordan. Oui, Godefroy Jordan, donc je suis cofondateur et président de SmartHab, qui est une start-up opérateur de logements et d'immeubles connectés. Et Michael Lalande. Bonjour, donc Michael Lalande, je suis le cofondateur et le directeur général d'Idealis, qui est une PropTech française spécialisée dans les portails applicatifs d'immeubles. Merci. Donc construire une ville intelligente, ça commence par le bâtiment. Donc c'est quoi pour vous un bâtiment intelligent, Hélène ? Alors je commence. Voilà. Donc un bâtiment intelligent, d'abord c'est un bâtiment qui est sûr. Donc il y a une notion de sûreté qui est durable. Je pense qu'on en entend de plus en plus parler. Et puis c'est un bâtiment qui est surtout recentré sur ses occupants. Et donc ça veut dire qu'il s'adapte à l'humain. Oui. Ça veut dire qu'il s'adapte aux usages du bâtiment. Et ça veut dire quelque part, l'objectif in fine, c'est quand même plus de confort pour l'ensemble des personnes qui habitent ce bâtiment-là, je pense. Godefroy. Alors je vais compléter parce qu'évidemment on est tous d'accord entre nous, il n'y a pas de débat idéologique ici. C'est un immeuble qui produit de la donnée et qui a des équipements connectés qui vont donc pouvoir être intelligents parce qu'ils vont pouvoir agir, prendre des décisions ou être pilotés à distance indépendamment d'une action humaine directe. Donc ça c'est quelque chose d'assez important à comprendre comme concept. C'est l'autonomie, l'intelligence du bâtiment, c'est l'autonomie de ces équipements pour s'adapter à des problématiques qui ont été évoquées de sûreté, performance énergétique, qualité de vie, confort, etc. Michael. Est-ce qu'il y a un point à rajouter ? C'est difficile de compléter quand même. Non, mais effectivement, je rejoins beaucoup ce qui a été dit. Après, un immeuble intelligent, c'est un immeuble qui est centré sur ses usages. Et si je dois rajouter quelque chose à tout ce qui a déjà été dit, c'est également un environnement, c'est également un immeuble qui va s'intégrer dans son environnement. Puisque on est sur un sujet de Smart City et le maillage entre bâtiments est extrêmement important également. Et comme le soulignait Godefroy, les IoT, les plateformes d'usage et ainsi de suite permettent aussi aux immeubles de communiquer entre eux pour avoir un niveau un petit peu au-dessus qui permet, au-delà d'avoir l'immeuble intelligent, c'est d'avoir le fameux citizen smart, enfin smart citizen, et les smart quartiers et les smart quartiers et ainsi de suite. Donc c'est parfait, ça permet de... Pour rajouter un petit truc, comme ça, Ouais. parce qu'il y a plein de choses à dire en fait déjà, je pense qu'on va passer 45 minutes là-dessus, sur la première question. Replacer en contexte la notion de durabilité, et après on peut parler aussi usage, mais durabilité. Le bâtiment aujourd'hui, c'est 46% de la consommation énergétique et c'est 25% de la consommation de CO2. Et on l'oublie souvent parce qu'on parle de mobilité beaucoup, etc. Mais le premier consommateur d'énergie en France et dans le monde, c'est bien le bâtiment. Et quand on réfléchit comment est-ce qu'on peut réduire cette énergie, on pense beaucoup de choses, mais le premier moyen de réduire l'énergie, c'est la partie smart. Et ça. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais voilà, et autour de ça, voilà, exactement. Donc il y a la question des usages, il y a la question de la durabilité, il y a la question de la sûreté. Mais sur la durabilité, déjà, on peut en parler pendant des heures. Comment est-ce que ce 46% de consommation énergétique et ce 25% de consommation de CO2 en France, parce qu'on est électrique, en fait, on arrive à une neutralité carbone à l'échelle du bâtiment, quoi. C'est ça. Voilà.
Alors, je voulais les rebondir par rapport au quartier, puisque ça a été un petit peu ce qui a été évoqué. Donc, justement, si on dit on construit une ville intelligente à partir du bâtiment, est-ce qu'on peut avoir des exemples? C'est-à-dire comment, d'un bâtiment intelligent, on passe au quartier intelligent et à la ville intelligente? Godefroy. Je pense que le secret, c'est d'abord de partir du niveau de granularité le plus bas, qui est pour moi le logement. Puis après, du logement, on passe à l'immeuble. C'est des poupées russes. Puis après, on passe au quartier. Après, on passe à la ville, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est, comme l'a dit Michael, c'est l'interconnexion qui crée la valeur. Il y a un effet de réseau, en fait, positif, quand les services se mettent à dialoguer entre eux. Donc, le pivot, on l'a dit, l'enjeu, c'est l'enjeu de la performance énergétique. L'enjeu de la performance énergétique, c'est l'immeuble et le quartier. Donc, on va parler demain de... On peut travailler de la performance au niveau d'un immeuble. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle réglementation environnementale, la fameuse RE 2020. Elle va inciter, dans les nouveaux immeubles ou dans les rénovations, à commencer à articuler du renouvelable, de la recharge de véhicules électriques, du numérique et des systèmes plus performants. Mais tout d'un coup, là, ça veut dire qu'il faut un logiciel, il faut un système d'exploitation de l'immeuble, parce que si on veut ne serait-ce que pouvoir faire la facture mensuelle d'un résident pour lui dire, alors, tu as dépensé 80 € avec ton compteur Linky, tu as dépensé 50 pour ta voiture, mais tu as gagné 20 € avec ta quote-part de panneaux solaires, et tu as été un bon soldat avec l'application SmartTab ou Wiser, tu t'es mis en mode absent ou tu as bien programmé et tu as gagné 10 €. Voilà ta facture et voilà comment elle est structurée. Il faut être capable de l'expliquer. Donc déjà, on a un énorme challenge au niveau de l'immeuble. Parce que l'immeuble, il n'est pas numérique, il n'est pas numérisé. Aujourd'hui, on parle de smart home. C'est quoi? C'est des gens qui vont acheter une station météo, une caméra connectée ou une sonnette connectée. C'est ça. C'est pas très intelligent. L'intelligence, c'est sur les systèmes critiques comme ceux qui vont piloter le chauffage ou la sécurité, comme on l'a dit. Donc on a tout ce challenge à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à irriguer de données des services publics. Par exemple, l'exemple que je cite toujours, qui est un peu bêta, c'est de dire, si on a les données de présence et d'usage des résidents par leur consommation électrique ou même par des capteurs de présence ou par l'ouverture de leurs portes, on peut avoir une cartographie des besoins de passage de transport public, par exemple. Bon. Et puis après, il y a d'autres choses, et ça, Michael en parlera mieux que moi, c'est si on part du logement, puis après, il y a tout ce qu'on peut faire dans les parties communes et les communs. Par exemple, vous avez vu qu'il y a des initiatives qui commencent à vraiment être très, très, très populaires en France, c'est les parkings partagés. Oui. Les parkings partagés, c'est pareil, ils viennent mettre des petits boîtiers sur les portes de parking, et puis alors, au début, on rigolait, parce qu'il y avait Zen Park qui disait qu'il avait 200 parkings, mais maintenant, les différents acteurs, ils sont 5 à peu près, ils ont des dizaines de milliers de parkings. Là, tout d'un coup, vous avez des parkings intelligents. Donc, on voit que c'est un travail conjoint qui agit sur toutes les composantes, en fait. Logement, immeuble, la rue, les services publics, les communs. Et à un moment donné, ça va cristalliser, on va pouvoir échanger les données. Mais ça, c'est la deuxième étape. On ne peut pas aller au quartier intelligent sans avoir fait la première étape. D'accord. Quartier intelligent, Michael? C'est exactement ça, c'est-à-dire que il faut imaginer en fait les services et la portée des services. Donc ça veut dire que si je reviens sur ce que disait Hélène, il y a un élément qui est fondamental sur la durabilité de l'immeuble, puisque nous on travaille à l'échelle du quartier, on travaille beaucoup avec les aménageurs territoriaux et privés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un bâtiment, sa durée de vie moyenne, elle est de 50 ans. Sur une construction neuve aujourd'hui, la durabilité, là pour le coup bâtimentaire, elle est à peu près sur 50 ans. Là où on a des services, des usages, des équipements qui ont des durées de vie qui sont bien moindres. Donc ça veut dire que la vision de pérennité, et ça c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important parce qu'on touche au structurel. Donc comment on va faire cette analyse de service? C'est exactement ce que disait Godefroy. On va avoir sa vie au sein de l'immeuble, mais on va avoir également une vie au niveau du quartier ou au niveau de la ville. Et là, c'est le lien entre les services Smart City des villes ou on va dire infrastructure. Parce que si je donne un exemple sur l'énergie, puisque une de nos spécialités, justement, c'est le stationnement et de pieds d'immeuble, on va avoir ce qu'on appelle les Smart Grid. Donc tout le monde le connaît parce que c'est un nom qui est assez connu. Maintenant, c'est le pendant de nos gros énergéticiens, Engie, Enedis et ainsi de suite. On va venir adapter le réseau électrique en fonction des consommations. Là, l'impact pour une ville, c'est énorme. Donc ça veut dire que autant si on reprend à l'échelle de l'appartement, on va gagner ces 10, 15, 20 € par mois, ce qui est top pour le pouvoir d'achat.
Mais quand on va commencer à positionner à l'échelle du quartier, c'est des centaines, voire des millions d'euros qui sont réinjectés. Puisqu'en fait, ces économies, il y a toujours deux possibilités. C'est soit on fait plus de marge, soit on a une capacité de capex, enfin d'investissement. Et aujourd'hui, les villes et la ville intelligente, c'est où est-ce que je vais aller chercher ces budgets pour pouvoir investir dans le renouvellement et dans la durabilité. Donc le jeu entre l'immeuble et le quartier, il va se jouer surtout sur la portée des services et l'impact qu'ils vont avoir au niveau des grandes infrastructures. Donc c'est quoi ? C'est l'élec, c'est l'eau, c'est la gestion des déchets, c'est tous ces éléments qui sont structurels au niveau d'une métropole ou d'une ville d'une manière générale qu'on va venir mutualiser et rendre intelligent. Donc des capteurs sur les poubelles pour gérer les tournées des éboueurs. On va avoir le smart grid qui va adapter, et notamment parce que le sujet de la borne de recharge électrique, c'est pas un petit sujet. Aujourd'hui, si on suit la production, des ventes de véhicules neufs et qu'on voit le taux d'équipement, si tout se passe bien et qu'on mettait des bornes chez tout le monde, on n'aurait plus d'électricité. Et donc ça veut dire que là, pour le coup, des groupes comme Schneider, ils travaillent beaucoup. C'est ça en fait, la ville intelligente, c'est la ville qui est capable de mailler ces différents et de trouver l'intérêt au bon niveau. Hélène, peut-être justement sur la charge. Oui. Et je vais revenir juste une minute là, et j'adhère. Je comptais dire poupée russe, mais bon, c'est raté. Donc je vais dire le bâtiment. Et on l'a dit vraiment, hein, c'est le bâtiment intelligent, c'est la première maille de la ville intelligente. C'est là que se concentrent les usages, beaucoup de temps. C'est là que les véhicules électriques, 90% vont aller recharger, etc. Alors je vais faire un peu de pub pour Schneider quand même. Non, mais je vais raconter l'histoire du bâtiment d'Intensity qu'on a livré il y a un an, qui est le bâtiment de Schneider Electric à Grenoble, hein, notre bâtiment, notre ville historique, et qui s'inscrit complètement dans la ville de Grenoble, qui est une des villes, 6 plus grandes villes, je crois, intelligentes données. Et donc ce bâtiment, c'est un bâtiment qui va consommer 37 grammes de CO2 par kilowattheure par an, quand en Europe, les bâtiments consomment autour de 330 grammes de CO2 par kilowattheure par an. Et ces 37 grammes, ils vont être compensés par du solaire sur le toit, ils vont être compensés par 2 éoliennes et ils vont être optimisés. Tout ça va être optimisé par quoi ? Par 60 000 capteurs qui remontent, 60 000 données qui remontent toutes les 2 minutes. Pourquoi ? Pour voir si le bâtiment est utilisé, pour gérer la chaleur, pour gérer la luminosité, pour gérer le taux d'occupation, pour gérer l'usage aussi, et évolutif dans le temps. Et donc on passe d'un bâtiment quelque part qui est neutre en carbone, qui s'adapte aux usages, parce que comme l'a dit monsieur, le point c'est qu'aujourd'hui on a 2 véhicules électriques sur le parking, on va passer en flotte de véhicules électriques, donc dans 5 ans probablement on en aura 50. Et donc comment est-ce qu'on adapte tout ça au bâtiment en fait ? Et ça c'est le sujet clé. Et donc en fait c'est bien le digital au centre de ça qui va venir optimiser, mais basiquement, hein, je prends un exemple basique, vous avez 30 véhicules électriques sur le parking, quand vous savez à quelle heure ils repartent, vous savez comment optimiser la recharge. Vous savez comment optimiser aussi potentiellement demain le fait qu'ils réinjectent dans le bâtiment pour pouvoir consommer de l'énergie dans le bâtiment, etc. Et à l'échelle de la ville demain, quand vous avez 20 véhicules électriques, véhicules électriques demain, ça sera probablement 40% de la consommation énergétique du bâtiment. Vous avez 20 véhicules électriques. Quand vous n'avez pas de soleil et que le véhicule électrique est là pour le week-end, vous pouvez réinjecter dans le bâtiment, mais comme le bâtiment tertiaire n'est pas occupé le week-end, réinjecter dans la ville et en faire quelque part le smart grid de demain. Donc tout ça, c'est impossible si la partie smart n'existe pas. D'accord. Totalement impossible. Enfin, on ne peut pas faire à la main, décider qu'on va aller recharger tel véhicule et pas recharger tel autre, et puis, etc. Voilà. Donc basiquement, se dire qu'il faut le logiciel derrière qui permette d'optimiser tout ça. Il y a quelque chose de très intéressant que vous dites, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas souligné. Mais c'est qu'il y a une vraie différence entre l'immeuble d'habitation résidentielle et l'immeuble tertiaire. Et ça, c'est une des forces, parce que quand on parle d'usage et de disponibilité, enfin, il y a ce qu'on appelle la rotation et le pendulaire, donc les gens qui partent, les gens qui rentrent et ainsi de suite. Ça, c'est pas les mêmes bâtiments intelligents. Et ça, souvent, je le dis, dans les bureaux, c'est assez simple. Il y a un règlement intérieur, les gens suivent les règles, ils arrivent à des horaires fixes, ils repartent à des horaires. Alors que quand vous êtes chez vous, c'est le Far West.
faites ce que vous voulez. Vous êtes libre et il n'y a plus de ces freins puisque vous êtes dans votre environnement à vous. Et donc, c'est la capacité à gérer ces différents usages. Et là, le digital, là, les IoT font la différence parce qu'on est sur des cycles de vie qui sont différents entre les gens qui arrivent à 8h et ceux qui arrivent à 19h. Et puis les gens ne veulent pas, finalement, c'est pas un sujet suffisamment intéressant pour que ça soit fun de gérer ça par une application. Donc ça doit être le plus possible automatique. Oui, c'est-à-dire c'est l'analogie avec la voiture, qui est intéressante. Il y a les poupées russes, il y a la voiture aussi. J'espère que je ne vole pas toutes les métaphores d'Hélène. Mais parce que le challenge qu'on a, c'est que l'immeuble dont on vient de parler, pour le répliquer sur les 500, 600 000 immeubles en France, pour le répliquer, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a une Dacia, un ordinateur de bord, et il y a 1 pour 1000 immeubles qui a un peu de logiciel. Et pourquoi ? Parce que chaque immeuble est un prototype. On les renouvelle à un rythme assez lent, vu qu'on est construit pour 50 ans et que ça coûte cher. Et donc, un des challenges dont il faudra qu'on parle, c'est comment on le fait assez vite. Et pas, Mais le point, c'est que prendre une application pour aller soi-même faire son analyse et se dire « Ah ouais, tiens, je vais programmer que ma lumière se coupe automatiquement quand mes enfants sont au collège », ça embête tout le monde. Donc il faut que ça soit au maximum automatisé. Et on n'est pas non plus encore à cette maturité sur l'automatisation. Il y a des problématiques d'acceptabilité. C'est très surprenant, parce que tu parles du chez-soi, mais le chez-soi, c'est intime. Avoir un système qu'on vous impose qui va décider, par exemple, que la température va être coupée quand les résidents ne sont pas là à 18 degrés, ça peut sembler comme quelque chose qui est une violation de ses droits individuels. Donc il va y avoir aussi toute une problématique dont on parlera peut-être de gouvernance, parce que y a plein de frontières dans la Smart City qu'on ne va pas pouvoir franchir sans ça. Je prends un exemple. Nous, on a fait une expérimentation avec une start-up assez connue qui s'appelle Win, qui a été rachetée par Atlantic, qui avait inventé des systèmes de thermostats intelligents basés sur l'intelligence artificielle. Alors notamment, par exemple, ils avaient un système de géolocalisation qu'ils avaient mis en test sur quelques centaines d'utilisateurs. Ça analysait vos parcours et ça allait encore plus loin que ce que disait Hélène, c'est-à-dire que quand vous étiez le samedi matin entre Carrefour et votre maison, on savait on savait vos patterns de besoin d'électricité pour le week-end et quand est-ce que vous allez avoir besoin de recharger, etc. Donc ça pouvait jouer sur automatiser, de relancer le chauffage, par exemple, à l'heure moyenne où les résidents d'un logement rentrent du travail et de l'école. Ça pouvait anticiper les quantités de charge nécessaires par rapport à leurs usages. Sauf que le problème, c'est que d'accepter d'avoir un truc qui vous traque 24/24 comme Google pour après optimiser votre smart building, votre smart city. Donc ces sujets-là, il va falloir aussi les adresser parce qu'aujourd'hui, là pour le coup, c'est le Far West. Alors en fait, on voit bien, il y a deux aspects. À la fois récupérer les données, donc qu'est-ce qu'on en fait, donc cette autorisation. L'enjeu du partage aussi des données, parce qu'il faut quand même que ces objets connectés parlent entre eux aussi pour avoir une solution globale. Et il y a un problème aussi finalement d'appropriation et de volonté. Alors pourquoi aujourd'hui, ça a été un petit peu évoqué justement par cette automatisation, que le système, qu'on ne soit pas acteur finalement de cette application. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons ? Parce que finalement, il y a peu de bâtiments connectés. Pourquoi en fait ça grippe finalement ? Alors, personnellement, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de bâtiments connectés. Donc, donc là où ça grippe, après, c'est la conduite de changement. C'est l'homme qui grippe. Et c'est de refaire des bilans de promotion qui sont maîtrisés depuis 35 ans. C'est d'adapter une charge foncière à des projets d'investissement. Après, c'est tous les problèmes de la construction et des bâtiments, mais également de tous les intermédiaires. Aujourd'hui, quand vous allez voir des installateurs, quand vous allez voir, il y a des process, il y a des fonctionnements et il faut les faire évoluer. Mais moi, je suis assez surpris quand même de l'évolution qu'on a eue quand même assez forte ces 2-3 dernières années. Selon moi, à mon humble niveau, mais j'ai vu vraiment quand même un changement de mentalité, une prise de conscience, et l'ARE 2020, le décret tertiaire, toutes les lois qui vont inciter, parce que le premier pilier du smart, et c'est ce que disait Hélène, c'est l'énergie. Et puisque c'est là où on va avoir le pilier un de nos piliers et un de nos leviers de croissance les plus importants pour pouvoir démontrer l'intérêt du smart. Parce que quand nos chers énergéticiens disaient il y a déjà 10 ans en arrière, si vous mettez le mode éco, vous économiserez 17 kWh.
ça a plu à tout le monde. Vous disiez ça à ma mère, elle vous regardait, elle vous disait mais c'est quoi un kilowattheure ? Donc ça n'avait pas d'impact, ça n'avait pas d'intérêt, et pourtant on le fait depuis longtemps. Quand on a commencé à expliquer aux gens qu'ils allaient gagner 15 € s'ils commençaient à appuyer sur le bouton quand ils partent, ils vont gagner 30. Et on monte, voilà. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que sur un appartement connecté sur la dimension énergétique, avec le coaching, le suivi qui va bien, vous montez à des économies d'énergie de 25 à 30%. Donc on n'est pas sur des petits effets de levier où on va dire on va gratter 1 ou 2% ou ainsi de suite. C'est que vous avez vraiment aujourd'hui, dans la conduite de changement, c'est un des piliers du digital. Et c'est ce que disait Godefroy, parce que il y a l'immeuble totem, on en construit, enfin on en voit, c'est l'immeuble dont vous parliez, c'est top parce que ça permet d'avoir ce côté universitaire, d'avoir l'étude, l'analyse, parce que la data vous permet de comprendre. Par contre, maintenant, vous avez 90% de la production, c'est pas ça. Donc, quand vous vous adressez à monsieur ou madame Michu, qui, eux, sont dans leur appartement, qui viennent d'acheter une Pinel, peut-être, ou ils connaissent pas ça. Ils n'ont pas envie, ils ont pas... Et même, on parlait de stationnement partagé. Expliquer à quelqu'un qui va pas avoir sa place de parking de 8h du matin à 17h, alors qu'il l'a acheté, il comprend pas. Donc ça veut dire que cet accompagnement de l'habitant, il est primordial. Hélène, sur ce point. Plusieurs choses. D'abord, effectivement, vous disiez bâtiment, ça dure 50 ans, donc ça veut dire que, même un peu plus probablement en France, donc ça veut dire que on a 1% de bâtiments neufs en France chaque année, en gros. Hein. Donc la RE2020, ce sont les bâtiments neufs, et puis il reste 99% à rénover quelque part, ou peut-être pas tous à rénover, mais beaucoup. Et même pourcentage, 1% par an. Voilà, 1% par an. Et donc, en fait, la question sur cela, c'est comment est-ce qu'on rénove aussi par le digital. Oui, c'est ça. Je pense que ça, il y a une grosse question. Alors, je dirais deux choses, moi. Je dirais le premier, c'est que pendant très longtemps, l'efficacité énergétique, c'était pas fun. Donc, quand vous essayez d'expliquer, on va faire de l'efficacité énergétique, on dit ok, allez, c'est bon, allez, c'est reparti. Voilà. Et avec l'augmentation de l'énergie, avec la prise en compte aussi des problématiques environnementales, je pense qu'il y a une question de plus en plus forte de devenir acteur de son propre futur énergétique. Et on reverra à travers l'autoconsommation, etc., la ville de demain. Mais donc ça, c'est en train de changer. C'est-à-dire prendre conscience de combien est-ce qu'on consomme. Même moi, et je dis toujours cet exemple parce que je suis le cas basique, on me demande combien je consomme, je sais combien, en gros je paye, mais pourquoi je consomme, qu'est-ce qui consomme chez moi, c'est pas des réflexes qu'on a, parce que c'était un dû, quand on ouvrait, quand on arrivait chez nous, on appuyait sur le bouton et la lumière s'éclairait. C'était un dû. Dans plein de pays ça l'est pas, mais en France on s'est habitué à ça, il n'y a pas de problème, c'est nous, etc. Donc c'était quelque part, on était habitué à ça. Et donc maintenant, il faut rentrer dans un monde où la question du CO2, la question de l'efficacité énergétique est clairement prioritaire. Et donc finalement, presque ça devient fun, ou ça devient obligatoire, ou ça devient sexy, ou ça devient une logique de la jeunesse et de plus en plus impliquée. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est la question de filières et de compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est très long dans toutes les filières du bâtiment, quelque part. Est-ce que vous mentionniez nous, on essaye d'agir là-dessus, mais c'est vrai que vous devez apprendre de nouveaux métiers dans le bâtiment. Vous devez expliquer que le digital en fait partie. Et donc, juste un petit exemple qui est très important, parce que ça m'avait vraiment frappé. Pendant le confinement, donc tout le monde était le premier confinement. Tout le monde était à la maison. La consommation énergétique résidentielle n'a pas vraiment augmenté. Ouais. Donc ça veut dire quelque part qu'on reste ou qu'on ne reste pas dans sa maison, on consomme pareil. C'est énorme. Ouais, alors qu'en fait, on est 20% ou 15% du temps chez soi. Quoi, hein. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'adapte absolument pas son logement à son usage. Oui, à son usage. Et c'est ça en fait le digital. C'est comment est-ce que, c'est pas à changer autre chose, c'est comment adapter le bâtiment, le résidentiel, le tertiaire à son usage. Et au plus on est flexible, au plus on change nos habitudes dans l'avenir, mais au plus aussi on n'habite pas, on part en week-end, en machin, en bidule, etc. Au plus le digital va rentabiliser ça. Donc quelqu'un qui habite toujours chez soi, probablement le digital, on est là 100% du temps. Quelqu'un qui est là 20% du temps, qui a des usages différents avec les enfants qui arrivent et qui utilisent le premier étage et qui n'utilisent pas, etc. Un bâtiment tertiaire qui va être utilisé de plus en plus de façon
spécifiques par jour, etc., avec le télétravail, etc., tout ça, le digital l'adapte pour finalement, est-ce que le gain est de 5% dans un cas ou de 70% dans l'autre? C'est ça la difficulté à comprendre dès le départ. Hein. Et c'est pour ça aussi que de faire des bâtiments types, de tester, de regarder en fonction des usages, ça permet aussi d'apprendre et de se dire, en fait, dans ce cas de bâtiment-là, la flexibilité est tellement importante qu'on va gagner 60% sur la facture. Dans ce cas de bâtiment-là, ça va être 20% parce que, je ne sais pas, ça va être par exemple un bâtiment pour personnes âgées qui sont plus présentes, qui sont plus en continu. Là où vous soulevez un point important, c'est je pense que le frein principal aujourd'hui, il réside dans les acteurs qui doivent faire ces évaluations. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a des problématiques très lourdes avec les bureaux d'études et avec la réglementation du chantier du bâtiment. Je prends un exemple très simple. Nous, on est très fans d'un produit de Schneider qui sont des têtes de vannes connectées. Si vous mettiez des têtes de vannes de radiateurs connectés intelligentes dans tous les appartements de l'Île-de-France, ça serait la région la plus décarbonée du monde. On aurait fini, on serait COP 2070. Mais le problème, je vais vous citer un exemple récent, on est sur un chantier d'un écoquartier dans une ville de la première couronne. 1000 nouveaux logements, écoquartier. On propose ça, ça passe dans le cahier des charges. Et puis au moment de partir en évaluation, le bureau d'études dit ah ouais, mais il y a un problème. Les têtes de vannes, elles ont une VT de 0,7 et ça passe pas si on n'a pas 0,2. Il n'y a aucune tête de vanne connectée au monde qui a été évaluée par les agences d'évaluation et qui leur a donné une note bonne. Elles ont des notes inférieures aux têtes de vannes à 17 € de Leroy Merlin thermostatique. Là, vous voyez un exemple de frein. C'est qu'on a des lois, on a des incitations qui commencent à arriver, c'est bien. On a des convictions. Parce que là, l'aménageur, le promoteur, tout le monde a dit « Ok, on y va ». Et derrière, on a un mur un gloubi-goulba de technologie, de bureaux d'études, de machin, qui ne sait pas comment sortir de ça, quoi, en fait. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas. Donc ça, c'est un premier truc sur lequel il va falloir, je ne sais pas comment professionnellement, en termes d'organisation, agir très vite. Et puis le deuxième, c'est que vous parlez beaucoup d'usage, c'est fun, de suivre ses consommations, etc. Mais à la fin, c'est quoi? Alors, à la fin, c'est de restituer l'information d'une façon intelligente et sympa. On sait que restituer des données de comptage à un résident, une famille, généralement, ça induit juste ça, une baisse de 15 à 20%. Exactement. Parce qu'on est, comme vous dites, on n'est même pas au courant. Alors, où est-ce qu'elle est l'application sympa qui présente de façon ludique et de manière aussi sympa qu'une appli Facebook ou Instagram son comptage? Je ne la connais pas. Alors, SmartTab ou Wiser le font, mais on a combien d'utilisateurs? Oui. Ouais, voilà. Et là encore, dans la RE 2020, on nous dit il y a une obligation, donc dans les décrets de cet été, au mois d'août, il y a une phrase qui dit ces immeubles, donc rénovation neuve, l'information de comptage devrait être donnée sur Internet, enfin en ligne, en temps réel. Super. Mais ça peut se terminer comme l'éco-compteur, là, un autre produit de Schneider un peu plus touchy, il y a 10 ans, c'est-à-dire un truc qui, en fait, en branchant un câble Ethernet à un machin au tableau électrique et en mettant un ordinateur, vous pouvez avoir un camembert. La personne va le faire. Donc, vous voyez, le législateur, il a des bonnes intentions, mais en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, nous, c'est l'aval. C'est comment, en fait, tous les acteurs vont avoir des incitations, des réglementations, des facilitations pour que ça se fasse au-delà de l'idée qui est bonne, de l'intention, mais généralement, tout est fait aussi pour qu'elle soit non appliquée ou détournée. En fait, c'est un ensemble. Pour que ça avance, c'est les poupées russes des utilisateurs. C'est exactement les mêmes sur le cycle décisionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut jamais oublier, et ça c'est une des valeurs qu'on partage énormément à la French PropTech aussi, une association que j'ai cofondée, c'est de dire que l'immobilier, c'est avant tout un projet territorial. Donc ça veut dire que c'est en région que ça se passe, donc c'est dans des villes, dans des métropoles, là où il y a une décision qui se fait au niveau local. Après, il y a des lois, il y a l'Assemblée nationale, il y a mais à un moment donné, il faut aller convaincre toutes ces strates. Donc c'est un travail, c'est quand même un dur labeur, qui est fait, les 3 personnes autour de la table, ne serait-ce que vous parliez d'évolution, Nathalie, tout à l'heure. Il y a 10 ans, une conférence comme celle-là, elle aurait pas pu avoir lieu. Parce qu'un industriel qui parle, un 100% industriel qui parle à quelqu'un qui est 100% digital, et au milieu, avoir quelqu'un qui est au milieu des deux, ça n'existait pas.
Et c'était des familles, c'était des mondes différents, on se rencontrait pas. Là maintenant, il y a ça évolue. Enfin, je cherche les éléments où on se retrouve pas en fait. Ouais. Et c'est que ça a inversé la tendance. Et comme le disait Nathalie, à des moments on va le faire sur de l'équipement, à des moments on va le faire sur du digital, à un moment on va le faire sur les deux. Et ces strates, il faut réussir à les convaincre sur des sujets spécifiques. Donc il y a eu un thème qui a été abordé sur les seniors par exemple. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bâtiment a une typologie, a une orientation. Les quartiers, les écoquartiers, enfin on travaille sur beaucoup d'écoquartiers en France, ils ont chacun leur spécialité. On va avoir celle où il va y avoir les étudiants, on va avoir celle où il va y avoir le bien vieillir, le bien grandir, les ICC, les industries créatives et culturelles. Et en fonction de ça, on va devoir convaincre l'élu, le service urbain, de faire soit les aménagements, puisqu'aujourd'hui dans une ZAC, donc une zone d'aménagement concerté, vous pouvez avoir des dérogations qui sont faites par les métropoles. On parlait de parking mutualisé, il faut savoir qu'aujourd'hui des PLU, donc des plans locaux d'urbanisme, vont vous imposer dans des zones par exemple balnéaires, parce qu'on travaille beaucoup nous sur la côte ou sur les résidences de service, où on va avoir 2 places de parking imposées pour un T2. Donc des gens là où vous avez un appartement, je vais vous donner des chiffres, à 150 000 euros un petit appartement, vous allez payer 50 000 euros de place de parking. Donc au final, votre appart à 150 000, il va revenir à 200 000. Donc là où vous auriez pu peut-être vous prendre un T3 parce que vous n'avez pas de bagnole ou vous en avez qu'une, légalement, vous ne pouvez pas le faire. Parce que la loi va vous dire non, c'est 2 places par parking. Donc on se retrouve avec, il y a 30 lots, il y a 60 places. Et c'est là où en fait il faut jouer, il faut réussir à convaincre. Et quand vous avez le bon élu, la bonne personne, le bon aménageur, parce que ce soit un agent ou que ce soit un élu, c'est la compréhension et la conviction qu'il va avoir. Et après, ça passe à des niveaux au-dessus où, on s'est tous retrouvés, je pense, à l'Assemblée nationale un jour ou l'autre, et pour aller expliquer notre réalité. Et quand les gens le découvrent, généralement, on arrive à avoir une oreille aujourd'hui. Ce qui, il y a 10 ans, encore une fois, j'insiste, ça n'existait pas. Donc on est plutôt positif là. Et après sur les bâtiments à rénover, un des enjeux aussi c'est que là avec Schneider, nous on va mettre une couche supplémentaire de matériel des matériels qui sont un interrupteur Weiser coûte un peu plus cher qu'un interrupteur non intelligent. Bon, c'est normal. Ouais. Et une des problématiques qu'ont les bailleurs en général. C'est de nous dire, mais en fait, vous allez nous rajouter une couche d'équipement supplémentaire. On a déjà des problématiques de maintenance de ce qu'on a. Le local poubelle, les portes de parking, les portes, les communs, les VMC. Et vous nous dites, pour être plus performant, on rajoute une couche de matériel. Donc, notre problématique est double. Il y a une problématique de CAPEX, parce qu'on n'a pas budgété ça. Il y en a une deuxième qui est de se dire, on n'a pas les métiers pour faire la maintenance de ça. Et comme on n'a pas ça, on n'est pas sûr du ROI non plus. C'est super votre démonstrateur à Grenoble, mais nous, dans nos 4 bâtiments dans la banlieue de Montpellier, est-ce que vraiment ça va être pareil ? Et au final, quand on met tout ça sur la table, la décision est très dure à prendre dans ce contexte-là. Et donc, il va falloir, à mon avis, trouver un chemin de conduite du changement qui parte par des ROI faciles, où on arrive à financer le risque et des coûts de maintenance supplémentaires, qu'il y ait des métiers supplémentaires, et te dire, malgré ça, il y a du ROI. Ouais. Voilà, et c'est ça l'enjeu en fait. C'est toujours le propre de toute transformation, j'allais dire. Hein. On gère là l'idée que on transforme le bâtiment de demain. Et en fait, j'allais dire dans tous les sujets, qui dit transformation dit par quoi on commence, quels sont les business models faciles pour commencer, comment on scale, comment on déploie, mettre des démonstrateurs parce que ça donne envie. Gérer le plus facile en premier, les bâtiments en rénovation, les bâtiments seniors ou les bâtiments... tout ce chemin-là, quelque part, on est au début de l'histoire. C'est ça. On est au début de l'histoire de ça, en fait. C'est ce qu'on dit. Par contre, ce qu'on sait, et je pense qu'on est tous convaincus autour de la table, c'est qu'on va devoir passer par là pour que le bâtiment de demain soit, encore une fois, sûr, neutre en carbone et adapté aux usages. Si on reprend de ça, interopérable. Et interopérable. Et en fait, c'était un gros enjeu aussi. Et en fait, la question maintenant, c'est, vous savez, le début de la courbe du ramp-up, quoi. Voilà. Où en fait, c'est une question de tout se mord la queue, quoi. Par quoi on commence, comment machin. Et en fait, on en est là. D'accord. Donc nous, on sait que c'est pas une question de technologie.
déjà. On est tous là autour de la table. On sait que les technologies sont mûres ou quasiment mûres. Au niveau application, il y a probablement encore des applications à développer comme toujours. Par contre, on sait que la formation, la gestion du changement, les compétences, les coûts, les business models, tout ça, ça se met petit à petit en place, quoi. Voilà. Alors, si on devait évoquer la ville de demain, je ne sais pas, comment on pourrait l'apercevoir dans 20 ans? Moi, j'ai une vision assez précise de la ville dans 20 ans pour moi, mais c'est une ville inclusive, c'est une ville collaborative, participative. Très clairement, quand vous prenez des gros quartiers sur lesquels on est en train de travailler, avec des jardins partagés, des espaces, et que vous disiez ça à mon père il y a 3 ans, il vous regardait en vous disant « Mais tu sais que les jardins partagés, c'était les jardins ouvriers. C'est ce qu'on utilisait après cette guerre parce qu'on n'avait pas de quoi se nourrir. » Donc, ce changement, et vous connaissez un peu la sociologie, on reste quand même dans des cercles. Et aujourd'hui, on est revenu, après la mondialisation, après les réseaux sociaux, la perte du lien social, on est revenu à ce besoin que les gens ont de vivre ensemble. Et la ville de demain, selon moi, et en tout cas telle qu'elle se dessine aujourd'hui à l'aménagement, et il faut bien savoir que le pas de tir sur l'aménagement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui va sortir dans 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on a une vision quand même assez précise sur là où ça va aller en termes d'urbanisme. Mais ça va être lié à cet aspect collaboratif et participatif. Hélène ? Oui, c'est vraiment l'idée que chacun est acteur de son propre environnement, quelque part, et que c'est la ville qui s'adapte aux usages. C'est pas les usages qui s'adaptent à la ville. Je pense que ça c'est important, et c'est ce qui est demandé pour derrière le bien-être et la neutralité carbone. Et juste un mot pour la neutralité carbone. Donc je pense qu'on est tous convaincus dans la notion de smart city, qui a la composante smart grid, c'est-à-dire quelque part on consomme, on produit, on échange l'énergie au sein du bâtiment de la ville, dans un bâtiment, dans un quartier, dans une ville, dans une région, quelque part cette notion de poupée russe, cette notion de maille. Voilà. Et donc je pense que là-dessus, la notion de devenir acteur, que chacun devienne acteur du futur de la ville est important, quoi. Moi, je partage totalement ça. Je pense que c'est une ville qui, au final, avec toutes ces composantes que vous venez d'évoquer, normalement devrait être beaucoup plus agréable à vivre, plus douce, plus fluide. Parce que le fait d'avoir ajouté toutes ces couches d'efficacité numérique, de logiciels, d'intelligence, devrait faire que tout un tas de problématiques, de petites problématiques de la vie de tous les jours, d'inefficience en fait de la ville, vont s'améliorer. C'est ça ce qu'on cherche en fait. Et dans les expériences de ville, alors aujourd'hui on le voit uniquement par silo, parce que les expérimentations c'est soit sur la mobilité, soit sur l'énergie, soit sur les services publics, mais dans les villes qui l'ont fait, c'est malheureusement pas beaucoup en France. Les villes les plus avancées, c'est les villes d'Asie ou des villes nord-américaines, qui ont des choses extraordinaires, où il y a des choses extraordinaires. À Toronto, vous avez déjà une application qui est faite par la ville, ça permet de se décloisonner. C'est en fait une application pour réduire l'empreinte carbone par l'optimisation du choix du lieu de travail. En fait, c'est une application municipale qui, avec un logiciel assez puissant d'intelligence artificielle, vous match pour vous individuellement le meilleur choix pour aller travailler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre là où est votre bureau, là où sont vos rendez-vous, là où vous habitez, les embouteillages, les espaces de coworking disponibles, le prix des espaces de coworking disponibles, tous les composantes. En fait, vous ouvrez l'application et ça vous dit aujourd'hui, voilà les 3 endroits, et puis il y a un petit système de ranking sur la dimension prix, carbone, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gens qui se mettent je crois qu'il y a 150 000 utilisateurs de ce truc-là, qui disent ma vie a changé, j'ai gagné 8 heures d'embouteillage en moins dans la mois, j'ai découvert des endroits que je ne connaissais pas, des tiers-lieux, etc., etc. Et donc on voit bien, c'est parce qu'on a interconnecté tout ensemble sur un usage que tout d'un coup ma vie devient plus facile. La ville intelligente, c'est ça pour moi. Je crois qu'il va falloir conclure. Alors juste une dernière petite
information sur la ville de demain, parce que ça c'est une donnée qu'on n'a pas aujourd'hui et que Godefroy fait ressortir avec les villes d'Asie. C'est la densification de nos villes. Et c'est-à-dire que c'est toujours plus facile de le faire sur 10 personnes que de le faire sur 100 000. Et à un moment donné, la ville de demain va être une ville très dense. Et aujourd'hui, quand on voit les mouvements migratoires vers les plus petites villes, en fait, c'est pas qu'on vient faire grandir nos petites villes, c'est qu'on vient augmenter les espaces métropolitains. C'est-à-dire que les petites villes, les villes nouvelles, ou enfin qu'on connaissait il y a 20 ans, commencent à rentrer dans les aires métropolitaines et donc vont gérer la densification. Et quand vous avez 10 000 personnes qui vont habiter sur 20 000 mètres carrés, comme on peut trouver à Hong Kong ou à Singapour, qui sont les exemples particuliers, c'est là où vous commencez à avoir des vraies difficultés pour pouvoir industrialiser les choses. Donc il va falloir le prendre en considération, ça. Ok, donc merci beaucoup, je vais conclure. Alors moi ce que je retiens, juste c'est petit problème par rapport, on voit bien qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse de façon automatique, qu'on ne soit pas obligé d'être actif dans les applications. Ce que vous avez dit Hélène sur le fait qu'il n'y avait pas plus de consommation pendant le Covid alors qu'on était à temps plein. Et c'est vrai qu'il y a cet effort à faire d'interagir et peut-être effectivement il faudrait que ça s'adapte via l'IA. Mais pour que ça s'adapte automatiquement, ça veut dire qu'il faut être d'accord pour partager ces données, récupérer ces données. Et donc effectivement ça pose peut-être des problèmes de liberté individuelle. Ce que vous avez dit un petit peu sur l'homme dans sa cité, alors j'ai lu un article ce matin et je vais conclure là-dessus, je ne vous laisserai pas en débattre, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est une nouvelle époque qui se caractérise par l'avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre et je trouve qu'on y est. Voilà, ça sera mon mot de fin. Merci beaucoup en tout cas Hélène, Godefroy et Michael. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Être libre, se sentir utile au quotidien, avoir du temps pour soi et ses proches, développer sa propre entreprise tout en étant accompagné, soutenu et formé à un nouveau métier. Pour vous, c'est